Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Il y a des participants qui sont inscrits. Donc, on va commencer ce webinaire sur l'innovation au service de la transformation et de l'expérience client. Peut-être qu'on peut commencer par se présenter. Je te laisse te présenter, Maximilien. Bonjour à tous. Je suis Maximilien Naïradou, directeur général du pôle Finance Innovation, et je suis économiste de formation. Et donc, moi, Marc Raymond, je suis directeur des opérations du cabinet de conseil Asigma, donc en charge de l'ensemble des practices, dont la practice transformation, dont on va parler beaucoup ce soir. Donc, ce webinaire, on va parler d'innovation. Donc, Maximilien nous a fait le plaisir de le co-animer avec nous. Et on va aborder pas mal de sujets et notamment essayer d'être relativement concret et opérationnel sur comment on peut concrètement mettre en œuvre les évolutions technologiques récentes au service des sociétés d'assurance, dont certaines sont centenaires, notamment les plus grosses traditionnelles qui ont des équipes et qui vont devoir faire évoluer les modes de fonctionnement et de travailler avec ces nouvelles technologies pour pas perdre d'avantages concurrentiels par rapport à un certain nombre d'autres acteurs. Maximilien apportera notamment sa vision, donc en tant que directeur général de Finance Innovation, très opérationnel de ce qu'il se fait en termes d'InsurTech. Et d'ailleurs, Maximilien, c'est bientôt, je crois, la semaine de InsurTech, de Finance Innovation. Ouais, alors, la semaine prochaine, le 28, 29 septembre et 1er octobre, on sera dans l'Insurance Business Week. Donc, on aura 6 demi-journées où on présentera des types de relations entre les fintechs et les assurances. On aura une partie sur l'asset management, une partie sur l'interopérabilité avec les fintechs. Donc, n'hésitez pas, on vous enverra une petite communication, n'hésitez pas à vous inscrire. Ce sera complètement dans la continuité du webinaire d'aujourd'hui. OK. Donc oui, autre point important, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez poser des questions via Livestorm en direct. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que le webinaire soit le plus interactif possible. Alors c'est vrai que c'est un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire quand on est en présentiel, mais il faut que ce soit aussi interactif à distance que si on était avec vous dans la même salle. Voilà, c'est la situation récente qui fait que c'est plus pratique de faire des webinaires, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions au fil de la présentation. Et surtout, posez bien les questions dans l'onglet questions et pas de chat. Parce que dans questions, on peut suivre nos réponses. Alors que dans le chat, on ne peut pas. Donc, posez bien les questions dans questions. Tout à fait. Merci Maximilien. Donc alors, une brève introduction de la problématique avec quelques slides en préambule. Donc, ce qu'il faut déjà évoquer, nous semble-t-il, c'est que ces évolutions technologiques, ça fait donc quelques années qu'elles sont implémentées, mais jusqu'à il y a peu, elles étaient implémentées souvent sous forme de POC, donc de Proof of Concept. Donc, vous avez à droite de ce slide la courbe qu'on appelle la courbe de Gartner, qui montre un petit peu comment les évolutions, et c'est une courbe qui n'est absolument pas liée au secteur de l'assurance, qui montre comment les évolutions finalement se mettent en œuvre dans les sociétés, quel que soit le secteur. Donc avec finalement une appétence pour les nouvelles technologies. C'est la partie gauche de la courbe qui fait qu'on teste plein de solutions pour voir si elles peuvent être pertinentes au regard de l'entreprise. Et puis en général, après ça redescend. On a testé plein de choses donc sous forme de proof of concept, on y reviendra tout à l'heure. Après ça redescend et puis après on rentre dans une phase de plus d'industrialisation où finalement les choses qui marchent, on va les implémenter de manière opérationnelle dans les entreprises. Et là c'est la partie droite de la courbe et nous pensons, donc on a mis un trait vertical avec un 2020. Voilà, nous pensons que pour l'assurance, nous sommes à ce niveau de la courbe de Gartner, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été testées, on y reviendra, beaucoup d'entreprises qui ont lancé des labs, et puis maintenant on est dans une phase où les solutions qui fonctionnent bien
sont en cours d'implémentation dans les entreprises et avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des changements. Donc, ça fait une petite dizaine d'années que ce mouvement a commencé. Tu peux compléter, Maximilien, mais pour moi, je pense que les premiers POC ont une petite dizaine d'années. Ils sont parfois spécifiques à un domaine, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce qui marche souvent s'appuie sur des startups ou des structures dédiées qui capitalisent sur les recherches dans d'autres secteurs de l'économie. On parlera de reconnaissance du langage, de chatbot ou d'intelligence artificielle. Ce sont des technologies qui ne sont pas dédiées à l'assurance, qui peuvent être utilisées par l'assurance, mais qui ne sont pas uniquement dédiées à l'assurance. Après, peut-être une petite précision, Marc, sur le fait qu'il y a quand même une forte hétérogénéité dans le secteur de l'assurance entre certains acteurs qui ont passé le stade d'époque et qui commencent l'industrialisation et certaines fractions du secteur qui n'ont pas encore commencé l'époque. Je pense à certaines mutuelles, certaines prévoyances. Il y a quand même une grosse hétérogénéité. Et par exemple, là, pendant le Covid, il y a encore des acteurs dans lesquels on ne pouvait pas signer électroniquement, souscrire des contrats d'assurance vie de façon électronique. Il y a encore beaucoup de travail dans le secteur de l'assurance. Oui, alors c'est tout à fait exact. Pour le dire autrement, les grands groupes ont beaucoup investi sur ces nouvelles technologies. AXA, je ne sais plus combien c'est, mais ça se chiffre en centaines de millions d'euros. Effectivement, les petits acteurs, il y a un coût d'entrée en fait vers ces nouvelles technologies qui fait que les acteurs plus petits sont un petit peu en retard, me semble-t-il. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que l'émergence, elle est liée aux nouvelles technologies. On va en parler, mais elle est aussi liée à l'augmentation de la puissance des ordinateurs. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies sont souvent basées sur de l'intelligence artificielle qui elle-même s'appuie sur du big data et un nombre de données très important. Et tout ça ne serait pas possible si les ordinateurs n'avaient pas une puissance de calcul qui, elle aussi, a augmenté de manière assez exponentielle ces dernières années. Ça peut s'appliquer dans certains processus, mais pas tous. Donc, on abordera ça de manière relativement concrète dans les slides suivants. Et puis, voilà, il y a beaucoup de pistes qui sont explorées. Vous verrez, c'est assez varié. Par contre, derrière, ça change quand même les modes de travail. Et donc, il y a forcément à mettre de la conduite du changement dès qu'on implémente ces nouvelles technologies dans les processus des sociétés. Là, je vais plus te laisser parler, Maximilien. Donc, il faut savoir que Finance Innovation a fait, je pense que c'était il y a 2 ans, tu me corrigeras, un livre blanc sur l'implémentation des nouvelles technologies dans l'assurance, qui était décomposé en 18 thématiques qu'on a remis ici. Alors, bien évidemment, on ne va pas refaire tout le livre blanc, mais c'est juste pour montrer que ça touche beaucoup de secteurs avec les bullet points qui sont en bleu foncé, c'est des thématiques techniques et les bullet points en bleu clair, ce sont plus des thématiques justement qui touchent au change management, donc à la conduite du changement, puisque ça conduit à changer l'organisation des entreprises quand on met en place ce genre de technologie. Si tu veux aborder au pôle Finance Innovation, donc on est une association qui rassemblons les grands groupes de la finance, donc évidemment les assureurs, les TPE-PME du secteur, donc les fintech et aussi les insurtech, et les académiques. Et régulièrement, on fait des livres blancs pour déterminer les domaines d'innovation prioritaires dans chacun des secteurs de la finance. Donc là, cette année, on est en train de faire le livre blanc sur l'immobilier, sur la finance immobilière. Et donc, il y a environ 2 ans, c'était un livre blanc donc, sur l'assurance. On a fait aussi un livre blanc sur IA, blockchain, machine quantique qui était multisectoriel. En fait, c'est des livres blancs qui permettent d'orienter un petit peu les acteurs de l'innovation dans le secteur pour voir quels sont les domaines d'innovation prioritaires à investir. Il y a aussi de l'argent public pour financer des projets collaboratifs. C'est aussi une façon pour l'État d'orienter ses financements publics vers les projets qui répondent à ces domaines d'innovation prioritaires. Il y a une cohérence de la politique publique de l'État là-dessus. Et donc, c'est important de voir comment aussi de se benchmarker en tant qu'assureur sur ce qui est, je dirais, un domaine d'innovation prioritaire. Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis en avance?
comment je le situe. Et en fait, le livre blanc, c'est le livrable en général de plusieurs mois de réunions entre divers sous-groupes qui ont déterminé donc, tous ensemble ce qui sont les domaines d'innovation prioritaires. Donc, on a utilisé en partie certains de ces éléments là dans la présentation. On n'aura pas le temps de tout dire. Mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je pourrais vous envoyer des exemplaires du livre blanc par la poste ou on a une version digitale en ligne. Je vous enverrai le lien aussi, le lien vers la version digitale en ligne sur le site. N'hésitez pas si vous êtes intéressé. Voilà. Et ce qui nous semblait important, c'est pour ça qu'on a mis ce slide, c'est que là, c'est donc de la réflexion d'acteurs de l'innovation qui ont identifié 18 secteurs prioritaires pour l'innovation. Et donc, c'est important de le mettre en introduction parce que ça montre, voilà, la diversité des sujets sur lesquels l'innovation peut apporter des choses intéressantes pour les sociétés d'assurance. Donc celui-ci est vraiment dédié aux sociétés d'assurance. Hein. C'est pas de l'innovation tout secteur. Voilà pour l'introduction. L'idée de cette introduction, c'était de démontrer que les sujets sont multiples et les domaines dans lesquels les nouvelles technologies peuvent être pertinentes sont aussi multiples. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec une partie sur un panorama des nouvelles technologies. Alors, ce slide est un peu générique. Il y en a d'autres après un peu plus détaillés. Mais ça permet de voir un petit peu toutes les nouvelles technologies. Donc, certaines, on va les détailler juste après, qui peuvent être utilisées. Donc, on a en haut à gauche l'intelligence artificielle, l'IA. C'est pas l'Institut des actuaires, c'est l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle a vocation à… il y a une question, donc je vais répondre à la question. Donc, l'intelligence artificielle a vocation à répliquer finalement comment notre cerveau fonctionne, pardon. Donc, notre cerveau a beaucoup de neurones qui sont connectés les uns aux autres et qui envoient des signaux électriques aux neurones suivants et qui lui-même, en fonction des signaux électriques et des activations qu'il a eues, va envoyer des signaux électriques à un autre neurone, etc., etc. Ils sont tous connectés entre eux. Donc, l'intelligence artificielle reproduit ça. Alors bien évidemment un peu moins bien que notre cerveau, heureusement encore, même si ça fait des progrès. Et avec une technique, donc dans notre cerveau, c'est juste des signaux électriques. Donc c'est du oui/non, du 0 du 1, j'ai été activé ou j'ai pas été activé. Dans l'intelligence artificielle, en fait, on utilise une technique qui s'appelle le perceptron, où finalement c'est bien on va dire une réplication de neurones qui sont connectés les uns aux autres. Mais plutôt que de recevoir juste un signal électrique, ça reçoit un nombre. Et en fonction de combien de nombres j'ai reçu dans un neurone donné, j'envoie un autre nombre au neurone suivant. Donc, ça réplique bien le fonctionnement du cerveau. Après, effectivement, ce sont des choses qui sont complexe à mettre en œuvre. On parlera de reconnaissance d'image juste après, parce que il faut apprendre. Il y a des notions d'apprentissage en fait, et donc c'est exactement comme notre cerveau quand on est enfant. On apprend des choses, et puis une fois que donc toute la chaîne de neurones a été activée, à la fin on dit ça c'est une pomme. Et si effectivement c'est une pomme, on sait qu'on ne s'est pas trompé. Et donc il faut apprendre à ces réseaux de neurones à reconnaître des images par exemple. Mais comme c'est une machine et c'est pas un cerveau, si vous lui faites reconnaître, ça marche très bien pour reconnaître même une voiture aujourd'hui, on sait exactement à partir d'une image déterminer automatiquement quelle est la marque et le modèle, et y compris l'année de production de ce modèle. Mais si on lui a montré que des vélos, si on n'a appris qu'avec des vélos, le réseau de neurones ne saura reconnaître que des vélos. Donc il faut qu'il se trompe. Il faut lui montrer des voitures et des vélos pour qu'il puisse reconnaître les voitures, des vélos, etc. Donc, ça fonctionne un peu comme le cerveau humain. C'est assez long à mettre en œuvre et à faire progresser, puisqu'il faut des erreurs pour trouver les choses qui sont réelles. Remarque, une petite précision sur la définition de l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'intelligence artificielle, elle n'est pas créative. En fait, c'est quand il y a eu les débats dans les années 60 sur la naissance de l'intelligence artificielle, on a hésité à l'appeler la rationalité circulatoire. En fait, ce que je veux dire là, c'est qu'en fait,
l'intelligence artificielle, comme tu le dis, Marc, elle peut pas, si on ne l'a pas appris à reconnaître des vélos, alors qu'on n'a pas les vélos. Donc en fait, c'est un peu comme un rond-point dans lequel il y a en étoile, comme la place de l'étoile, l'intelligence artificielle, elle va aller dans l'avenue Foch, dans l'avenue de la Grande Armée. Voilà, elle va trier. Mais elle n'ira pas dans une avenue qui n'est pas dans la place de l'étoile. C'est très important parce que l'intelligence artificielle, elle est réellement artificielle. Elle est pas, elle manque de créativité. D'accord. Voilà, juste pour nuancer en disant que elle simule, je dirais, l'apprentissage du cerveau humain, mais elle n'a pas la créativité humaine. Et par rapport à ce que disait Marc aussi, les Chinois sont très largement en avance sur les Européens et aussi les Américains, mais pour d'autres raisons, car en fait, il n'y a évidemment pas de réglementation très stricte sur les données personnelles. Et en fait, les algorithmes de WeChat, de Baidu, enfin de tous les GAFA chinois, en fait, c'est open utilisation. Et donc, ils savent reconnaître énormément de choses dans le comportement des consommateurs, dans les comportements d'assurance, etc. Alors qu'en France, on va être beaucoup plus, en Europe, hein, parce que la France, en Europe, on va être beaucoup plus, je dirais, précautionneux dans l'usage des données. Et donc, on va pouvoir beaucoup moins entraîner les algorithmes. Et donc, nos algorithmes vont être beaucoup moins puissants, en fait, tout simplement. Et donc, des grosses problématiques qu'on a au pôle sur les projets qui sont financés par l'État ou des projets aussi qui sont internes aux assurances et aux banques, un gros sujet, en fait, c'est tout ce qui est GDPR, donc je dirais respect des données personnelles, autorisation, anonymisation. Voilà, mais clairement, il faut être lucide là-dessus dans la compétition mondiale. On n'a pas, je dirais, la dictature chinoise autorise un peu tout. Les GAFA, on leur donne volontairement à Google, à Amazon, tout ce qu'ils nous demandent, à Facebook. Et par contre, l'Europe est un peu, je dirais, en retard parce qu'elle a beaucoup moins de données je dirais, à entraîner. Voilà, je pense c'est important de le préciser, que les assureurs soient conscients de ça. Et ce qui est très important aussi, c'est ce que tu as dit au début, c'est l'intelligence artificielle ne va faire que ce qu'on lui a appris à faire. Heureusement, notre cerveau a encore un petit peu d'avance. Elle fait des choses bien mieux que nous, tout ce qui est calculatoire, parce qu'elle brasse des tonnes de données. Effectivement, il y a plein de choses qu'elle ne sait pas encore faire, heureusement. Donc ça, c'est une des technologies. Après, il y a d'autres technologies qui sont très utiles dans les processus. Donc tout ce qui est reconnaissance de documents. Aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent lire une carte d'identité et automatiquement récupérer l'adresse, le nom, vérifier si c'est une vraie carte d'identité, par exemple, récupérer l'adresse, le nom, etc. Et ça, sur tout type de document. Il faut juste que ce soit relativement normé pour que l'outil sache où trouver telle information. Donc, ça marche très bien, par exemple, si on veut lire automatiquement des rapports d'expertise normés, des documents normés, donc tout ce qui est feuille d'imposition, carte d'identité, etc. Après, il y a tout ce qui est autour du web scraping, on en parlera après, mais ça, c'est toutes les technologies qui permettent de récupérer des informations directement sur Internet. Donc, le web scraping et le web crawling, ce sont deux choses un petit peu différentes. Le web crawling permet d'activer automatiquement des pages Internet et le web scraping de récupérer les infos qu'on y trouve. Les chatbots qui permettent, alors là, on touche au langage naturel. Finalement, la généralisation des chatbots, c'est le langage naturel, donc c'est la reconnaissance du langage. Donc là aussi, il y a des technologies qui aujourd'hui marchent très bien et qui sont implémentées chez pas mal de nouveaux acteurs. Les blockchains, donc c'est tout ce qui est stockage et transmission d'informations de manière sécurisée. La reconnaissance d'image, on en a parlé. Là, vous avez un petit exemple donc de reconnaissance de voitures. C'est utilisé aujourd'hui, y compris dans vos voitures. Hein, il y a tout un tas de nouvelles technologies. Vous avez entendu parler des Google Cars qui s'appuient sur ce genre d'outils. Le big data, on va y revenir juste après. Et puis enfin, tout ce qui est données embarquées. Donc, alors que ce soit la montre connectée ou les véhicules, aujourd'hui, les véhicules récents ont 60 capteurs et donc peuvent récupérer tout un tas d'informations. Et on le verra juste après, ces informations, aujourd'hui, elles se comptent alors je crois que ça s'appelle des états octets, mais c'est le slide suivant. Voilà, donc il y a vraiment une augmentation. Je vais te laisser commenter ce slide, Maximilien, mais juste pour donner quelques chiffres, on a produit plus de données dans les 2 dernières années que depuis le début de l'humanité. Voilà, donc c'est quelque chose qui, si on revient au slide précédent, vous avez la courbe là qui monte de manière exponentielle. C'est quelque chose qui se développe énormément et la plupart des nouvelles technologies s'appuient sur ces nouvelles données.
donc qui viennent des GAFAM, qui viennent des objets connectés, votre téléphone, bien évidemment, etc., etc. Ouais, alors Marc, complètement d'accord avec toi. Donc le volume de données qui s'accroît. Mais deux points importants sur le big data. Premier point, ce qui est à la limite, je dirais, plus utile, c'est l'interopérabilité. Dans le big data, en fait, c'est rendre interopérables des bases de données qui ne se parlent pas. C'est par exemple des bases de données photos avec vos bases de données clients assurantiels. Par exemple, je pense à une boîte qui a eu le prix InsurTech de l'année qui s'appelle Descartes Underwriting. Ils utilisent des données satellites pour faire des assurances agricoles, des assurances contre le réchauffement climatique, inondations, etc. Donc ça, j'interopérabilise, je dirais, des photos et je crée un produit, je dirais, d'assurance nouveau. Donc ça, c'est important. Donc la notion d'interopérabilité. Et pourquoi le big data, c'est important? Et je pense au data mining, parce qu'en réalité, le data mining, c'est un des éléments on a parlé du machine learning, on a parlé des réseaux neuronaux, mais il y a aussi le data mining. On a tellement de données. Marc disait, on a 2 ans de données. En 2 ans, on a fait plus de données que dans l'histoire de l'humanité. C'est qu'à un moment, on ne sait plus quoi en faire de toutes ces données. Donc, il y a un niveau optimal d'utilisation des données. Et sans big data, on se perd dans toutes ces données. Donc, le data mining, ça permet de voir quelles sont les données importantes, qu'est-ce qui permet quelles sont les données qui sont clés pour moi en tant qu'assureur, avec quoi je peux interopérabiliser ces données. Par exemple, on a eu des projets au pôle, c'était des trucs simples. Hein. J'interopérabilise des données d'accidents de la route. Donc, c'est en open data. Donc, je sais dans quelle route exactement j'ai tel accident avec mon portefeuille client. Donc, est-ce que mon portefeuille client, je suis AXA, Covea, Groupama ou je sais pas qui, est-ce que moi, mon portefeuille client, il est dans les zones où il y a le plus d'accidents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce au big data en interopérabilisant la base de données open data, je dirais, d'accidentologie publique, entre guillemets, et la base de données donc on peut le faire avec tout, hein, avec les fuites avec les fuites d'eau, on peut le faire avec toutes sortes de choses. Donc voilà, je pense que ce qui est important à retenir, c'est comment j'utilise le data mining, l'intelligence artificielle et le machine learning pour m'en sortir dans toutes ces données massives. Oui, et donc typiquement par rapport à ton exemple, effectivement, à chaque fois qu'il y a un accident automobile où il y a des blessés, il y a tout un tas d'informations qui sont récoltées par la police. Et il y a une base de données qui contient toutes ces informations, donc on sait exactement où ont eu lieu les accidents, si c'était de jour, de nuit, s'il pleuvait pas. Et ça, c'est des bases, par exemple, qu'on peut assez facilement intégrer dans les bases de l'entreprise pour améliorer la prédiction de la sinistralité. Juste quelques chiffres qu'on a mis dans ce slide. Donc voilà, pas loin de 100 000 tweets chaque minute, 11 millions de messages chaque minute. Donc ça, c'est le niveau des données à l'heure actuelle qui sont produites par toutes les personnes qui ont des smartphones et autres équipements de ce type. Ce qui est important, tu l'as évoqué, Maximilien, c'est la partie à droite de ce slide. Les données, elles sont soit structurées, soit non structurées. Les données structurées, ça va être celles qu'on avait l'habitude d'utiliser jusqu'à l'avènement du big data, c'est-à-dire des données, des bases de données où on connaît les modalités possibles de chaque variable, on connaît la structure de la base de données, etc. Et après, il y a les données internes ou externes. Les données internes, c'est celles internes à l'entreprise, donc ça va être des bases clients, des bases portefeuilles, des bases sinistres, et puis les données externes qui sont celles issues du big data. Jusqu'à il y a une petite dizaine d'années, les données historiquement utilisées par les assureurs étaient les données structurées et internes. Et de plus en plus, comme l'a dit Maximilien, on va vers des données non structurées. Donc les données non structurées, ça peut être de l'image, ça peut être effectivement, il y a par exemple des relevés satellitaires qui sont faits sur 11 millions de pixels sur tout le territoire français. Ça peut être des données textuelles, ça peut être des mails envoyés, de la parole. Et puis donc en externe, les données externes, ça va être toutes les données issues du big data. Donc on va y venir juste après, mais il faut savoir qu'il y a une multitude aujourd'hui. Il y a des dizaines de milliers de bases de données qui sont en open source. Alors certaines sont payantes parce qu'elles ont une valeur ajoutée.
elles sont préparées par des entreprises dont c'est le travail, mais d'autres sont complètement en open source, rien que sur data.gouv de mémoire, il y a des milliers de bases de données. Par exemple, à partir d'un code postal, vous pouvez récupérer vraiment des milliers d'informations sur tout un tas d'informations concernant la commune. Ce qui est effectivement important, Maximilien, tu l'as dit aussi, c'est que par contre, en tout cas en France, on a une réglementation de plus en plus contraignante en termes de manipulation de ces données, donc avec le RGPD notamment, et qu'effectivement, on n'a pas le droit de tout faire. Donc ça, c'est important aussi quand on va mettre en place ce genre de projet, de travailler avec des juristes qui vont vérifier qu'on a le droit d'utiliser la donnée pour l'objet pour lequel on souhaite l'utiliser. Donc ça, c'est très important. Donc rapidement aussi, donc sur les bases externes et sur les données nouvelles, on va dire. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a le web scraping et le web crawling, donc qui sont des techniques qui vont permettre de récupérer tout un tas d'informations issues d'Internet de manière automatique. Je ne sais pas qui est connecté, mais c'est vrai que, par exemple, en termes de tarification automobile, on peut récupérer automatiquement des tarifs de certains acteurs. Alors maintenant, ils mettent de plus en plus de CAPTCHA pour essayer de filtrer tout ça, de vérifier que c'est pas un robot qui extrait les données de manière automatique. Donc, c'est un peu plus sécurisé qu'il y a quelques années. En tout cas, donc le web crawling, web scraping, ça permet vraiment de récupérer des informations sur Internet où il y a énormément d'informations. Donc, soit en profondeur, donc comme si on faisait une recherche Google, il remonte automatiquement les informations, soit de manière récurrente sur un site. Donc toutes les données embarquées, j'en ai parlé, et puis toutes les bases de données externes, là j'en ai parlé aussi, mais là vous avez quelques exemples de bases de données. Vous avez aujourd'hui, par exemple, si vous voulez savoir quelles sont les zones inondables, vous avez des bases de données en open source qui vous disent, voilà, la crue de 1909 de mémoire, elle est arrivée dans telle rue et pas dans la rue d'à côté. J'ai travaillé un moment rue de Miromesnil, et la crue, elle est arrivée jusqu'à 10 mètres de là où je travaillais, et après elle était partie vers la gare Saint-Lazare, et ça, c'est des données, par exemple, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont en open source. Vous avez aussi tout ce qui vient par exemple, de Google Maps. Là, vous avez un exemple, une photo de maison. C'est la photo à droite là, de base de données externes. En termes si on veut mettre en place un processus de souscription un petit peu avancé, c'est des données qu'on peut récupérer automatiquement parce que l'assureur MRH, il va assurer des maisons. Et la maison que vous voyez là, c'est une maison en meulière du début du siècle dernier. C'est pas du tout le même coût à reconstruire qu'une maison des années 70. Donc, on peut affiner les processus de souscription, par exemple, avec toutes ces données. Donc, que ce soit des données satellitaires, météorologiques, voilà, il y a plein de données. Après, effectivement, comme cela, c'est des photos, il faut avoir la technologie derrière pour analyser automatiquement ces données et savoir quoi en faire. C'est un petit mot, Marc, sur le web scraping. C'est important pour nos auditeurs de noter que c'est un des éléments fondamentaux de l'innovation dans la fintech bancaire. Et je vais arriver aux assureurs. Des sociétés qu'on a labellisées au pôle dans les années 2009-2010, je pense à des Banking, des Linkso, des Budget Insight. Donc, c'est des boîtes qui en fait, qui permettent de voir ce qu'il y a sur votre compte et de faire que votre compte soit interopérable donc familialement, celui de votre femme, de vous, de vos enfants, etc., sur une même plateforme. Et en fait, ça, au début, c'était, entre guillemets, les banques n'autorisaient pas. Donc, en fait, les gens devaient mettre leur code secret, et ce qu'on appelait du web scraping. Donc, on collectait les données bancaires, évidemment avec l'accord des particuliers, hein. Et donc on pouvait, donc Banking s'est développé là-dessus. Ils ont eu jusqu'à 2,5 millions de personnes qui utilisaient l'outil. Et donc ça a permis au FIDIC de faire du lobbying et de mettre en place la DSP2 qui a, je dirais, institutionnalisé de façon, je dirais, par la loi, le fait que les banques devaient ouvrir devaient rentrer dans l'open data. Et je vous dis ça parce que c'est utilisé aujourd'hui par beaucoup de fintech. Je pense à CrossQuantum de Swiss Life et de Budget Insight, qui en fait, en gros, et même chez Banking, le business model de ces boîtes, c'est de dire, bah tiens, je vois que tu payes ton assurance auto temps, et ben moi je te propose, donc, il y a des enjeux de distribution dans l'assurance, hein, je te propose, telle assurance, ça coûte moins cher. Tout à l'heure, on va présenter l'exemple de l'assurance emprunteur, on vous montrera qu'il y a vraiment des liens avec le web scrapping. Et en fait, je pense à une boîte dans laquelle la Maïf est au capital qui s'appelle Cozy Cloud. C'est une boîte qui a pour but d'utiliser le maximum de données
donc EDF, banque, assurance et tout, et pour proposer je dirais évidemment avec l'accord de la personne, des nouveaux services. Et c'est intéressant de voir qu'un assureur comme la MAIF s'est positionné sur justement l'usage des nouvelles données et comment j'utilise ces nouvelles données pour rendre du service à mes clients. Parce qu'en fait, historiquement, l'assurance, c'est quand même un secteur un peu ce qu'on appelle en économie industrielle, Galbraith, la filière inversée. C'est un petit peu voilà, l'État qui oblige les gens à s'assurer, puis on offre un peu aux clients ce qu'on a un petit peu sur étagère. Donc là, en fait, il y a une espèce de revanche du consommateur où on va devoir réfléchir à des données, comment on va utiliser les données pour rendre du service au consommateur. C'est un petit peu la concurrence que font les fintechs et les insurtechs aux assureurs. Et un exemple aussi, ce que tu disais, Marc, sur les bases de données externes, je pense à tout ce qui est assurance contextuelle, donc à des gens comme Zhonghan en Chine, et puis à ceux qui s'en inspirent, Moonshot en France. Donc Moonshot, c'est une spin-off de la Société Générale. C'est tout ce qui est assurance qui utilise des données pour assurer des produits. Donc assurer, par exemple, les frais de livraison, genre la casse de votre vous avez commandé un truc sur Cdiscount, si ça arrive cassé, hop, vous pouvez prendre une assurance. Donc ça, derrière, c'est Moonshot qui fait ça, je crois, avec Cdiscount. Amazon, ils le font eux-mêmes. Il y a aussi, par exemple, tout ce qui est assurance de retard pour les passagers aériens, donc pour les vols. Donc vous interopérabilisez les bases de données donc, ouvertes sur les retards d'avion avec votre assurance et vous pouvez indemniser en temps réel. Donc, ça, c'est Moonshot qui vend ça, je crois qu'il y a AXA qui quelque chose comme ça. Et il va vendre à des concurrents ou à AXA, je ne sais plus exactement. Et voilà, alors, ce qui est intéressant, c'est que avec le big data et l'usage des bases de données externes, on peut avoir un peu de créativité dans l'assurance et créer des nouveaux produits. Et ce qui est intéressant de noter pour vous, les assureurs, c'est que, par exemple, donc, Cdiscount, il se met avec une insurtech pour le faire. Et donc, ça fait aussi que les industriels, en réalité, les concurrents des assureurs, c'est pas que les insurtech, c'est aussi beaucoup les industriels. Amazon, vous voyez, qui vont, il y a des réflexions chez les assureurs automobiles, avec ce que tu disais, Marc, sur les données embarquées, chez BMW, chez Peugeot, pour se dire, bah, est-ce que moi, je vais pas pouvoir être capable de créer moi-même un produit d'assurance pour mes clients sans passer forcément par l'assureur. Donc ça, je pense que c'est vraiment, il faut que les assureurs enregistrent ça dans leur mindset pour se dire comment je vais utiliser les nouvelles données, les données dont je dispose, parce que parfois les assureurs n'utilisent même pas les données dont je dispose, pour donner du service aux clients. Et pour compléter ce que tu disais là sur les constructeurs automobiles, pour avoir discuté avec certains qui s'occupent justement de l'assurance, ils ont plein d'idées avec les données embarquées. Hein. Ils se disent, ben voilà, on sait que telle personne tous les jours va à tel endroit à côté d'une salle de sport, on va lui proposer une assurance sport. Donc il y a plein d'idées avec les caméras pour voir identifier la personne en cas de vol, etc. Ils ont plein d'idées. Hein. Donc effectivement, ça se déploie, y compris dans des secteurs qui ne sont pas des sociétés d'assurance et qui vont venir concurrencer les assureurs demain. Juste le dernier point sur la partie technologie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'acteurs. Aujourd'hui, le nombre d'insurtech, de startups qui ont développé des technologies intéressantes pour les assureurs, il est phénoménal. Donc ça, c'est ton secteur, Maximilien, si tu veux développer ce slide. C'est l'étude qu'on publie tous les ans avec Klein Blue. Donc là, on va sortir la nouvelle étude en 2020 à l'IBW, soit lundi, soit mardi, soit jeudi, je ne sais plus quel jour on le sort. Donc donc on renouvelle à chaque fois. Hein, donc il y a un peu un taux de mortalité, puis des nouvelles qui arrivent, puis d'autres qui grossissent. Donc là, on l'a mis un peu en thématique produits, assurance, distribution, services aux assureurs et courtiers. Bon, voilà, ça c'est là aussi. Hein, vous pouvez soit aller sur le site de Klein Blue, elles sont en ligne, soit nous envoyer un mail, on vous les enverra. Mais il y a vraiment beaucoup de créativité. La France est un pays où il y a beaucoup d'insurtech. Il y a des belles levées de fonds en insurtech. Voilà, donc on est à votre disposition si vous voulez en savoir plus, si vous voulez être mis en relation avec des insurtech. C'est vraiment, je pense, intéressant à regarder de plus près. Alors, on a une question, Maximilien, sur comment choisir les bonnes solutions quand on a un panel aussi important d'insurtech. On fait comment? Alors, je vais faire un peu de la pub. Donc, après, je vais vous en donner d'autres. Il n'y a pas que nous, bien sûr. Donc, à Finance Innovation, nous labellise des projets. Donc, ça veut dire qu'on essaie de mettre en avant les projets qui sont les plus innovants, les plus stratégiques, les plus crédibles. Donc, c'est une façon un peu de distinguer les startups, est-ce qu'elles sont labellisées ou pas. Bien sûr, évidemment, il
enfin, tout ne passe pas par le biais du pôle, hein, il y a plein de boîtes. Donc, nous, c'est vrai qu'on se concentre, un point important, nous, on est vraiment en fintech, insurtech. Mais l'innovation dans l'assurance, c'est intéressant ce que tu disais, Marc, c'est aussi, par exemple, les objets connectés. Alors, nous, on labellise les objets connectés, mais il y a beaucoup de super belles boîtes. Et donc là, c'est un petit peu une évolution stratégique au pôle. Aller chercher des boîtes dans les autres secteurs pour rendre innovant aussi, donc ils ne sont pas que des insurtech, pour rendre innovant le secteur de l'assurance. Donc ça, c'est un peu le défi qu'on s'est fixé en 2020-2021. Aller à Cap Digital, aller à Systématique dans les autres pôles, pour essayer de faire venir vers nous les boîtes qui se vivent même pas comme des insurtech, mais qui pourraient permettre aux assureurs d'être plus innovants et de mieux innover. Voilà, donc évidemment, regardez si les projets sont labellisés ou pas, et aussi peut-être de voir avec des consultants, demander aussi ce qui a déjà été fait, est-ce que la start-up est capable d'industrialiser. Voilà, il y a plusieurs questions à se poser qui sont importantes. Il faut pas exclure des boîtes trop petites, parce que là, il y a toujours le côté assureur, ah oui, on est à Verso, etc. Il faut regarder, il y a parfois des boîtes très petites qui sont les seules sur leur marché. Je pense qu'il faut aussi regarder un peu les innovations par grappe. Un truc important, je pense que parfois les grands groupes ont tendance à faire, c'est ah, j'ai rencontré cette boîte, elle est géniale, je vais bosser avec elle. Non, non, non. En général, l'innovation, elle est par groupe, par grappe. Donc, si vous en avez vu une, là, je vous ai parlé tout à l'heure des agrégateurs, pendant longtemps, il y en a eu 3. Donc, c'était bien d'aller voir les 3 avant de faire un deal avec une boîte. C'est bien quand même de comparer. Donc, ça, c'est très important de comparer les concurrents et de pas tout de suite aller avec une boîte parce qu'on la trouve sympa, etc. Alors, c'est une question à laquelle on avait envisagé de répondre dans un slide un peu plus loin dans la présentation, mais je vais juste compléter. Effectivement, par contre, enfin, tout ce que dit Maximilien est important et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, le choix du partenaire, parce que de la même manière qu'il y a foultitude de données un peu partout, il y a beaucoup d'intervenants et de startups qui ont développé des technologies qui peuvent être intéressantes pour les assureurs. Et donc, choisir le bon partenaire est un vrai sujet. Et alors, on l'évoquera un peu plus tard, mais le lien derrière, enfin, la chose importante derrière, c'est que quand on se lance dans un projet d'innovation, il faut le faire de manière structurée en analysant tous les avantages et inconvénients, ce que ça peut apporter, y compris les conséquences opérationnelles, organisationnelles. Et donc, le choix du partenaire fait partie des choses importantes qu'il convient de traiter quand on met en place ce genre de projet. Donc après, on voulait aborder avec vous, on a développé des slides sur les différents ou les principaux processus des sociétés d'assurance et voir de manière concrète sur chacun de ces processus qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre en termes de technologie. Je ne l'ai pas encore dit, mais je crois pas l'avoir dit, ce qui est important, c'est de s'appuyer souvent sur des choses qui sont utilisés dans l'industrie, quel que soit le secteur, pas forcément l'assurance, et qui ont démontré leur valeur ajoutée. Et typiquement, le langage naturel, ça peut être utilisé par les assureurs, ça peut être utilisé bien évidemment partout, les chatbots, la reconnaissance d'image. Donc, on va voir sur ces différents processus où est-ce qu'on peut implémenter ou imbriquer ou utiliser ces différentes technologies. Donc, on a commencé par un processus tout assez classique, hein, la souscription. Donc, ça va être la première étape de l'expérience client, parce que tout ça a vocation à améliorer l'expérience client, à la fois du côté du client, bien évidemment, et du côté de l'assureur, pour mieux le connaître, mieux servir le client, etc. Donc, la souscription, c'est la première étape, puisque a priori, pour l'instant, ça reste un prospect, ça n'est pas encore un client. Donc, il va y avoir un premier contact avec, on va récupérer un certain nombre de données, on va collecter de l'information. Après, il y a une partie analyse du prospect. Donc là où on va avoir, on va analyser les caractéristiques, classer le risque. Donc là, on a des règles de souscription aussi qui vont devoir s'appliquer. Après, on va lui produire. Donc en gros, là, c'est la sélection des risques. Et est-ce que finalement ce risque-là, je veux le prendre en tant qu'assureur ou est-ce que je ne veux pas le prendre? Après, on a l'étape de tarification. Donc on va récolter des informations supplémentaires. On va faire une notation ou une cotation du risque. Et puis on peut avoir un jugement d'expert qui vient compléter ça. Puis après, on arrive dans la phase de contractualisation, donc avec un devis, où là, on va envoyer des documents. C'est très normé, hein, notamment en assurance vie.
la manière de souscrire les contrats. En assurance non-vie aussi, mais en assurance vie, il y a tout ce qui est en lien avec DDA, donc le devoir de conseil qui s'impose. Et puis après, la formalisation du contrat et la contractualisation avec la signature et la récupération des actes, on va dire, juridiques ou des documents juridiques. Donc, si on reprend ce processus cette fois-ci en regardant qu'est-ce qu'on peut mettre comme… alors, bien évidemment, hein, ce que je vous montre là est discutable, c'est notre vision et c'est là où on pense que les nouvelles technologies peuvent apporter de la valeur ajoutée. Donc, vous avez en bas, chaque couleur reprend une des nouvelles technologies qui sont utilisables. Donc, en orange, vous avez le machine learning et le big data. En bleu, tout ce qui est langage naturel et chatbot. Chatbot. En orange un peu moins foncé, tout ce qui est langage naturel. La GED et la reconnaissance de documents en gris clair, et puis tout ce qui est échange sécurisé en gris foncé. Donc, au niveau du premier contact, dans la récupération des premières informations, on peut avoir des chatbots. Alors, les chatbots, on en a pas, j'en ai un tout petit peu parlé, mais je vais compléter. En fait, les chatbots, la technologie qui est derrière, c'est vraiment la reconnaissance du langage naturel. Donc, on va poser des questions simples et on a quelqu'un de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on informe la personne que c'est un robot qui répond et pas une personne, parce que c'est important qu'il sache à qui il a affaire. Donc là, derrière, c'est du langage naturel. Par contre, comme le disait Maximilien tout à l'heure, l'intelligence artificielle ou l'outil ne se substitue pas au cerveau, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction des questions posées, on a un arbre de décision qui va dire si on te pose telle question, tu réponds ça, si on te pose telle question, tu réponds ça. Et dès que les questions deviennent un petit peu plus complexes, ça transfère en général vers un call center. Par contre, ça permet quand même de fluidifier la relation, d'être finalement tout le temps en relation avec le prospect ou le client. Donc, les chatbots vont permettre de récupérer les premières informations. On peut utiliser du machine learning pour, dès le premier contact, préconiser tel ou tel produit dans le cadre de DDA. Et là aussi, en général, DDA, donc le devoir de conseil, pardon. Donc, vous devez proposer à votre client le produit qui correspond le mieux à ses revenus pour éviter de lui avoir fait acheter un produit d'assurance vie peut-être trop risqué par rapport à ses revenus ou trop complexe. Et là, c'est pareil, ce sont des arbres de décision. Par contre, ça peut être automatisé et ça peut être assez subtil, mais l'arbre de décision, comme dans les chatbots, il va être développé par des êtres humains. Heureusement, il nous reste encore des choses à faire. Donc, on va pouvoir récupérer des premières informations avec la GED et la reconnaissance de documents, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On peut uploader des documents qui vont être reconnus automatiquement, sur lesquels on va récupérer automatiquement le nom, le prénom, l'adresse et ce type d'informations. Sur l'analyse du prospect, on va plutôt utiliser, et sur la tarification, du machine learning et du big data. Donc là, on est sur analyse du risque, réalisation du tarif. Aujourd'hui, on peut compléter les tarifs classiques faits avec des GLM par des techniques de big data et machine learning, donc qui vont avoir une appréciation du risque un peu plus fine. Après, on passe sur la partie contractualisation, et sur la partie contractualisation, on va plus être sur de la reconnaissance de documents et des échanges sécurisés, qui peuvent aller jusqu'à la signature électronique. Donc finalement, on peut avoir un processus de souscription, et les nouveaux acteurs l'ont mis en place, totalement digitalisé. Quelques exemples. Donc ça, c'est un exemple, c'est américain, Lemonade, qui est une entreprise où tout le processus de souscription est totalement digitalisé. On y reviendra après sur un slide. Ça pose quelques questions quand même de digitaliser tout le processus de souscription et pas que des questions d'organisation. Un petit mot, Marc, sur Lemonade. Ils arrivent en France, là. Ils installent un bureau en France. D'accord. Après, il y avait un autre exemple, si tu veux le commenter, Maximilien. Ouais. Alors, on voulait vous parler de Digital Insure. C'est une success story de l'InsurTech française. Donc, c'est en fait la société qui a, alors on va dire des gros mots, qui a ubérisé l'assurance emprunteur, hein, évidemment en s'appuyant sur la loi Hamon, sur toute la réglementation qui a évolué. En fait, derrière Digital Insure, c'est un outil de souscription en ligne avec, donc ils ont d'un côté un broker, mais ils sont brokers, mais en fait, le vrai success story de Digital Insure, c'est être marque blanche. Donc, réponse en 48 heures maximum s'il y a un problème questionnaire médical,
Mais on va dire 90 à 95% des choses sont traitées, je dirais, sans examen médical. Donc en fait, ils ont réussi vraiment à maîtriser le risque et euh, sans examen médical, hein. Il y a un questionnaire médical qui est validé en 48 heures maximum. Et ce qui est intéressant chez eux, peut-être Marc, tu peux passer l'autre slide. C'est en fait leur réussite, c'est en fait d'avoir été en fait des outils pour les assureurs pour concurrencer les banques assureurs. Traditionnellement, c'est les banques assureurs, BNP, Cardiff, enfin les assureurs des banquiers qui étaient sur le marché de l'assurance emprunteur, et ils ont permis, en étant marque blanche de Swiss Life, de Suravenir, etc., de faire que les assureurs aillent sur le marché de l'assurance emprunteur et vraiment aient des grosses parts de marché par rapport aux banques assureurs. Marc, aussi, tu peux passer l'autre slide. D'un côté, ils ont été marque blanche des banques assureurs, et de l'autre côté, ils ont été marque blanche aussi des courtiers. Donc derrière l'outil d'assurance emprunteur de CAFPI, c'est en fait Digital Insure. Et donc, ils ont réussi à capter le marché et à rendre justement tout ce qui est donc les courtiers immobiliers très compétitifs dans le cadre de l'assurance emprunteur. Et ce qui est aussi intéressant pour les assureurs, c'est qu'ils ont fait bouger le marché. Ça a forcé, par exemple, Cardiff à digitaliser complètement le processus. Enfin, en quelques années, en 3-4 ans, les choses ont bien bougé et les assureurs se sont mis au niveau, donc soit en faisant des choses en interne, soit en réalité en utilisant des gens comme Digital Insure ou des concurrents. Je pense à Magnolia, je pense j'ai oublié c'est Outwin. Ils sont 3-4 qui font la digitalisation de l'assurance emprunteur en marque blanche. Et donc, ça a vraiment bien fait bouger le marché. Ça a fait baisser significativement le prix de l'assurance emprunteur en fait, pour les clients. Donc, c'est vraiment un exemple je dirais, de marché qui a bien bougé grâce aux InsurTech et qui aussi a fait bouger les assureurs et qui les a forcés à accélérer leur digitalisation et donc, ce que tu disais, Marc, hein, la souscription en ligne, la réponse rapide, le KYC en ligne, la signature en ligne, tout en ligne. Et je répète ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment eu les transactions ont pu continuer pour certains assureurs, assurances emprunteurs durant le Covid, parce que les choses avaient été digitalisées, parce qu'il y avait la marque blanche de Digital Insure ou des concurrents. Donc, c'est vraiment, je pense, important de prendre, c'est un bon exemple, je dirais, de réussite dans le domaine. Donc là, on était sur le processus de souscription, même si là, ce dont tu viens de parler est un peu plus large. Après, on peut intégrer des nouvelles technologies à peu près dans tous les processus. Donc, un processus bien évidemment important, c'est la survenance du sinistre, parce que quelque part, l'assurance, elle sert à indemniser les gens quand il y a un sinistre qui survient. Donc, si on prend un processus de survenance du sinistre, on a la phase de déclaration du sinistre. Donc, on va récolter les premières informations sur le sinistre, on va ouvrir le sinistre, et puis on va apporter une première assistance. Après, il y a la phase d'investigation avec une analyse un peu plus précise de la situation, l'estimation des dégâts, la validation du sinistre, est-ce qu'ils sont couverts, pas couverts, et puis le mode de paiement, puisque de plus en plus, aujourd'hui, on le verra, des nouvelles technologies sont intégrées dans cette phase-là pour que le sinistre soit réglé le plus vite possible. Les nouveaux acteurs, comme Alan, Luco, on se targue de régler les sinistres de manière très très rapide parce qu'ils ont digitalisé ou mis des nouvelles technologies dans leur processus de liquidation des sinistres. Après, il y a l'évaluation, donc avec la détection de la fraude, l'envoi d'un expert si besoin, mais l'envoi d'un expert aura été décidé dans la phase d'investigation et puis les échanges avec l'assuré et puis finalement le paiement, donc le fait que on a réaliser le paiement, on clôture le sinistre et puis on rentre ces informations dans les différentes bases de données qui vont servir après à analyser les risques et la rentabilité des contrats. Là aussi, peut-être Marc, un petit mot sur la détection de la fraude pour nos auditeurs. C'est intéressant de noter que on a pas une licorne, mais peut-être une future licorne dans l'InsurTech sur la partie détection de la fraude. C'est une boîte qui s'appelle Shift Technology, qui a levé, je crois, dans les 100 millions d'euros, donc ce qui est énorme pour la France, et qui, en fait, en rendant interopérable
quasiment tous les assureurs français réussissent à détecter les fraudes de façon beaucoup plus rapide que la police. Et en gros, ça, c'est un exemple de big data intéressant. C'est en fait comment, en regardant, donc lutter par exemple contre la multi-assurance. Je suis un assureur, les gens s'assurent plusieurs fois et donc ils déclarent le sinistre, ils seront remboursés plusieurs fois, même au sein de la même compagnie, du même groupe. Et donc, ça, c'est typiquement des choses qui sont, une boîte comme Shift Technology a permis je dirais pas la disparition, mais en tout cas, faire que ces fraudes soient beaucoup moins utilisées. Et on voit la puissance du big data avec de telles sociétés. Donc, c'est quelque chose qui était dans ce slide, Maximilien, donc tu as anticipé. Donc, c'est la Excuse-moi. partie, vous le voyez en jaune, là, dans la partie Ah, d'accord. évolution. Pardon. Excuse-moi. Fraude, effectivement, il y a beaucoup de sociétés d'assurance qui mettent en place ce genre d'outils. Puis il y a des startups, comme tu l'as dit, qui ont développé des technologies qui sont assez innovantes en la matière. Pour avoir travaillé aussi sur ces sujets-là, on avait constitué une base de à peu près 500 variables différentes pour essayer d'identifier les cas de fraude, sachant que la fraude, en fait, c'est un petit peu comme la lutte contre le blanchiment, enfin la LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En fait, on a des événements qui nous laissent penser que ça pourrait être une fraude, et par contre, et après, on a des équipes ou des logiciels qui vont investiguer et qui vont détecter les vraies fraudes. Ce qui est important, c'est d'avoir le moins de faux cas positifs. C'est-à-dire que si vous avez des critères qui sont trop lâches, vous allez récupérer finalement un signe sur 10, vous allez dire c'est peut-être de la fraude, je dois investiguer. Ou un mouvement sur 10, vous allez dire c'est peut-être du LCBFT, de la lutte contre le blanchiment, et vous allez investiguer. Et finalement, vous allez devoir avoir des équipes très importantes pour investiguer, pour détecter si c'est de la vraie fraude ou pas. Donc là, l'apport de ces nouvelles technologies, c'est de réduire très fortement les faux positifs, ce qu'on appelle les faux positifs, pour se concentrer sur les événements qui sont de manière beaucoup plus probable des fraudes. Donc, c'est les mêmes technologies qui sont utilisées pour la détection de fraude en assurance automobile, en santé, ou aussi sur la détection de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, on sait qu'on a un certain nombre de drivers et puis on peut récupérer des données du big data pour de manière apprentissante, je ne sais pas si ça se dit, les outils apprennent à détecter à partir de toutes ces données les cas de fraude les plus probables. Marc, peut-être une précision pour dire que l'innovation, là, on parle beaucoup de technologie, etc. Mais l'innovation, et je reprends l'exemple de chez Technologie, c'est aussi savoir collaborer. En fait, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que les assureurs, il y a eu un projet avec la FFA là-dessus. Justement, il y avait un projet de place pour lutter contre la fraude. Ont su partager leurs données au sein d'un data lake qui m'a permis à Shift Technology de détecter les fraudes. C'est très important. En France, on a un côté individualiste, non collaboratif. Enfin, nous, une grosse partie de notre travail, c'est faire travailler les gens ensemble, mais c'est compliqué. Donc voilà, et la puissance des GAFA, par exemple, c'est c'est quasiment des monopoles, chacun sur leur domaine. Donc il faut, pour lutter contre ça, il faut justement évidemment, les assureurs sont concurrents, mais il faut que sur certains domaines, ils puissent mutualiser les choses. Et une façon de les mutualiser, ça peut être par le biais d'un partenaire académique ou un partenaire start-up qui est justement est un petit peu le tiers de confiance et je dirais ou même des consultants aussi, ça peut être des consultants, qui permet justement d'avoir une espèce de lieu neutre sur lequel travailler ensemble. Donc c'est important de dire que l'innovation, c'est pas seulement, je dirais, de la techno, c'est aussi beaucoup de l'organisation, je dirais, collaborative. Et voilà, juste les anglo-saxons, par exemple, sont très bons là-dessus. Ils ont techniquement les Français, mais ils savent collaborer. Ça, c'est très important. Non, c'est très important ce que tu dis, notamment parce que ces outils-là, ils marchent bien quand ils ont beaucoup de données. Et donc, plus on a d'intervenants qui mettent en commun les informations et les données, mieux les outils marcheront. Alors, on a des questions qui ont été posées. Des questions, là, ouais. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut s'appuyer exclusivement sur ces outils sans vérification ou validation humaine? Ça dépend des outils. En général, on en parlera un tout petit peu après, mais dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, pardon, il va y avoir alors pas forcément une validation, mais une intervention quand même humaine. Après, quand on est sur du chatbot et que la question c'est
comment puis-je récupérer mon numéro de contrat, il n'y a pas forcément besoin d'intervention humaine. Mais dès qu'on va arriver sur des choses qui relèvent de la souscription ou de la liquidation des sinistres, bien évidemment, les outils sont en complément, vont apporter une simplification de la relation avec le client, vont faire gagner du temps, mais il y a toujours une intervention humaine, effectivement, pour valider, in fine, le point. Il n'y a jamais un sinistre qui va être réglé complètement automatiquement sans une validation humaine. Il n'y a pas de souscription non plus, ou très rarement, qui va être faite sur certains produits. On peut le faire, mais dès qu'on est sur des produits d'assurance un peu complexes, il y a jamais un processus qui n'est pas in fine validé par un être humain. Par contre, les nouvelles technologies peuvent fluidifier, peuvent traiter beaucoup de choses qui sont faites mécaniquement, et l'intervention humaine arrive plutôt à la fin. Ouais, Marc, tout à fait d'accord. Peut-être une précision là-dessus. En fait, il ne faut pas opposer d'un côté les machines et l'homme, etc. En fait, je dirais, c'est un degré, c'est des degrés. Évidemment, il y a des choses qui vont être plus automatisées que d'autres, des choses qui vont être plus humaines que d'autres. Mais par exemple, dans la relation client, elle se base sur le transfert, sur le j'aime bien j'aime bien le commercial, j'aime bien mon client. Donc, tout ça, ça existe et ça existera toujours. Par contre, l'assureur qui vend des assurances, je dirais il peut être outillé, il peut devenir augmenté en ayant des outils qui lui permettent justement de mieux asseoir cette relation humaine. Je pense à des boîtes comme Profideo qui permettent en temps réel je dirais de comparer votre contrat d'assurance. Voilà, bah, moi je vous propose ce contrat d'assurance, vous avez ce contrat-là, et bah, je dirais, telle couverture, dans ce contrat, c'est telle couverture et telle autre. Donc, ça permet de transpariser le marché. Donc, je dirais, un vendeur d'assurance, un commercial dans l'assurance qui a un outil comme ça, au lieu, entre guillemets, de baratiner, il va avoir des éléments objectifs pour comparer le contrat qu'il veut vendre. Donc, ça, vous voyez, c'est plus, il n'y a pas d'opposition, mais c'est plutôt un complément. Tout à l'heure, on présente Zelros. Donc, Zelros, en temps réel, c'est une façon, je dirais, d'informer je dirais le conseiller pour qu'il dise pas, qu'il propose pas des choses qui n'intéressent pas, je dirais, le client en fonction de ce qu'il a des enfants, quel est son niveau de revenu, etc. Qu'est-ce qui a marché dans d'autres cas, dans des cas similaires, etc. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une vision de gain de productivité qu'il faut avoir et surtout d'augmentation du service qui est rendu au client. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'assureur augmenté. Voilà, exactement. Il y a une autre question. Est-ce que la transformation digitale ne nécessite pas préalablement un assainissement des données et donc une évolution des systèmes d'information? Est-ce que cela peut se faire simultanément? Alors, on a un slide là-dessus aussi un peu après. Oui, c'est un vrai sujet, notamment. Voilà. Alors, je vais en parler maintenant, puis on l'abordera plus rapidement au moment du slide. Il y a un vrai travail, notamment quand on est sur des données qui sont non structurées ou même des données structurées sur les données. Il faut se poser tout un tas de bonnes questions. Est-ce que la donnée est utilisable d'un point de vue juridique? Est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce que j'ai besoin de nouvelles technologies pour l'utiliser, etc., etc. Donc, ça fait partie des questions qu'on doit se poser et qui peuvent amener à des évolutions, alors des systèmes d'information, mais aussi des outils. Typiquement, si vous voulez utiliser des images, des photos, ben, il vous faut des outils de reconnaissance d'images, sinon ça sert pas à grand chose de vouloir mettre en place ce type de technologie. Donc effectivement, dans la démarche, c'est des slides qui arrivent à la fin de la présentation. Comment finalement on peut réussir à mettre en place ces nouvelles technologies. Il y a tout un tas d'étapes et de questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas partir à la fleur au fusil sans savoir où on veut aller. Peut-être une précision là-dessus, je trouve que c'est une bonne remarque de cet auditeur. En fait, une des explications tout à l'heure, on disait que les assureurs, il y avait quand même pas mal d'assureurs qui étaient en retard, les mutuelles, institutions de prévoyance, etc. C'est en fait, en réalité, vous avez tout à fait raison, c'est un problème du système d'information. C'est qu'en fait, c'est souvent des systèmes d'information qui datent des années 80-90 et on peut pas. Il y a des problèmes de migration de base de données. Nous, on avait des projets collaboratifs sur lesquels il y avait des financements publics pour faire augmenter la productivité dans la migration de base de données chez des grands assureurs. Et en fait, c'est hyper important parce que vous pouvez pas plugger des nouveaux services. Là, tout on a parlé sur le web scrapping, l'assurance en temps réel, si vous n'avez pas un système d'information solide. Et c'est une des principales explications du retard de certains assureurs
dans l'innovation, hein. Vous ne pouvez pas mettre en place une assurance contextuelle si vous n'avez pas un système d'information, je dirais, entre guillemets, moderne. Donc, c'est un vrai sujet et c'est ce qui explique en partie le retard de nombreux assureurs mutuels dans le domaine. Ça, je confirmation. Ouais, et sachant qu'ils ont tous des systèmes d'information qui datent souvent des années 70-80, et qu'ils ont peur de changer une virgule dedans parce que ça peut générer des dégâts collatéraux. Voilà, donc là, sur le processus sinistre, voilà un petit peu les nouvelles technologies telles que nous on voit et où elles peuvent être mises en œuvre. Donc, même principe que le slide précédent sur la souscription, hein. Donc, ça va être des échanges sécurisés, du machine learning, des chatbots, du langage naturel. Il y a beaucoup d'assureurs aujourd'hui qui utilisent la reconnaissance d'image sur les sinistres. C'est le slide suivant en termes d'exemple. Donc, on prend une photo du sinistre et on va automatiquement détecter, on va dire, la nature du sinistre, est-ce que et même faire une évaluation à partir de la photo de manière automatique. Donc là, vous avez un exemple je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme modèle, mais aujourd'hui, il y a des outils qui savent reconnaître le modèle, comme je le disais tout à l'heure, qui savent à partir de la plaque d'immatriculation récupérer tout un tas d'informations, et à partir d'une photo du sinistre, faire automatiquement une évaluation. Donc là, vous avez, comme le disait Maximilien, un gain important pour le gestionnaire sinistre. Il a déjà, quand le sinistre lui arrive, à partir d'une simple photo ou de 2 photos, il a déjà une évaluation, il a déjà tout un tas d'informations sur le sinistre. Et donc, c'est le gestionnaire sinistre augmenté. Voilà, donc ça permet d'accélérer le traitement des dossiers, fluidifier le parcours client et réduire les coûts d'expertise. Ça, c'est des choses qui, avec ces nouvelles technologies, marchent relativement bien. Après, les derniers processus, donc il y a tout ce qui est relatif à la vie des contrats. Donc dans la vie du contrat, donc on a la souscription, on a le sinistre qui est un événement un petit peu particulier, et puis après on a voilà, dans la relation avec le client, il va poser des questions, donc il va demander du service, donc il faut répondre aux appels, aux courriers, il faut être disponible, et puis après il y a tout ce qui est autour du KYC, donc c'est Know Your Customers, donc c'est l'obligation qu'ont aujourd'hui les assureurs, notamment les assureurs vie, de connaître leurs clients. C'est une obligation réglementaire, donc il va falloir classer les assurés, il va falloir, là pour le coup c'est de l'appel sortant, c'est pas de l'appel entrant, donc les appeler pour récupérer un certain nombre d'informations ou mettre à jour un certain nombre d'informations, récupérer les pièces et mettre à jour finalement le dossier ou les informations clients. Après il y a la vie du contrat, dès qu'il y a un avenant, un changement de tarif, ou un changement de quelque nature que ce soit sur le contrat. Et puis, il y a tout ce qui est autour de la valeur client. Les assureurs travaillent beaucoup sur la valeur client, donc avec des sujets de scoring, de cross-selling, donc de mailing envoyés aux clients pour essayer de leur vendre d'autres contrats, et puis ou de diminution des résiliations, donc comment garder les bons risques en diminuant la résiliation des bons risques. Voilà, ça c'est tout ce qui peut se passer de manière un peu schématique dans la vie du client. Tout ça, c'est en lien avec le CRM, puisque à chaque fois qu'on va avoir un échange, qu'il soit entrant ou sortant, la plupart des sociétés d'assurance maintenant ont des CRM qui permettent de retracer tous les échanges qu'on a eus avec les assurés. Aujourd'hui, quand vous appelez votre assureur avec votre numéro d'assuré, il a tout le dossier, il sait exactement la dernière fois que vous l'avez appelé, pourquoi c'était, même si c'était pas bien évidemment la même personne qui avait répondu. Donc là aussi, on peut mettre en place la plupart de ces nouvelles technologies. Donc là, on vous a recensé un petit peu sur chaque brique qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc soit du machine learning, des chatbots, du langage naturel ou de la reconnaissance de documents. Le machine learning est beaucoup utilisé sur tout ce qui est valeur client. En fait, le machine learning, donc toutes les techniques de type random forest ou carte, si ça vous parle, ça marche très très bien pour prédire les choses, pour prédire ce qu'on souhaite prédire. Par contre, il faut énormément d'informations. Donc, ça marche très très bien pour faire du scoring client. Ça marche un peu moins bien pour faire du tarif, parce que par définition, quand on tarifie un nouveau contrat, on est sur un prospect, donc on a moins d'informations sur un prospect que sur un client. Donc, il y a beaucoup de machine learning qui peut être utilisé pour optimiser la relation client, cette fois-ci vue côté marketing opérationnel. Donc, proposer des produits, envoi de mailing. Il y a juste un exemple, hein, je ne citerai pas le nom de l'assureur, mais qui avait multiplié par 6
le taux de réponse favorable à un mailing en ciblant bien les clients auxquels était envoyé ce mailing grâce à des techniques de machine learning. Donc, ça marche très, très bien pour faire des scorings, que ce soit des scores d'appétence, des scores de fragilité. Voilà. Et après, les autres outils plus standard, chatbot, langage naturel, vont fluidifier la relation au quotidien avec les assurés. Juste un exemple sur le processus KYC, Know Your Customer. Donc, c'est un processus assez complexe puisque c'est un processus qui nécessite d'envoyer des courriers ou des mails à des assurés, qui va nécessiter de récupérer des appels entrants, puisqu'on va proposer à l'assuré d'appeler un call center pour mettre à jour ces informations, ou nécessiter des appels sortants et nécessiter de récupérer des informations. Donc, dès que voilà, des informations assez confidentielles d'ailleurs, hein, puisque c'est des informations qui peuvent être du type feuille d'imposition. Et puis après, de stocker tout ça en GED et dans une base de données et de scorer les assurés, puisque l'obligation faite par cette réglementation nécessite de contacter les assurés au moins tous les 5 ans, mais pour les assurés jugés à risque de manière un peu plus fréquente. Donc, il y a des sujets de scoring. Donc, en fonction de tout un tas d'informations issues de la GRC, on va faire des scores. On va contacter plus souvent ceux qui sont jugés à risque. Donc, on voit là, on a mis en orange tous les domaines d'un processus. On a pris celui-là, on aurait pu en prendre d'autres. Toutes les nouvelles, enfin, tous les domaines dans lesquels les nouvelles technologies peuvent être utilisées, que ce soit de l'upload de documents automatiques, de la GED, du scoring des assurés ou du traitement automatisé de documents. Autre exemple, si tu veux l'évoquer. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'était l'exemple de Zelros, hein, qui utilisait en temps réel du machine learning pour permettre au commercial, ou à la personne qui suit le dossier, que ce soit un commercial ou un chargé de règlement sinistre, de proposer des choses en temps réel et qui tiennent compte vraiment du client et augmenter les chances qu'il dise oui en s'ajustant en fonction, en proposant des stats. Voilà, tel client, c'est un peu comme sur Amazon, vous avez acheté ce livre, donc vous allez aimer tel livre, et ben voilà, Monsieur Dupont, il a tel âge, il a tel nombre d'enfants, il a telle profession, alors on va lui proposer tel type d'assurance, dans 30% des cas, ils acceptent, etc., etc. Voilà, on en avait parlé tout à l'heure, donc c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle en temps réel pour permettre à l'assureur d'être augmenté en termes de conseils et de valeur ajoutée pour son client. Alors, un exemple de Neteos, hein, donc utilisé dans la banque, dans l'assurance, puis dans plein de secteurs, dans le e-commerce, etc. Donc pour tout ce qui est signature électronique, mais aussi KYC client. Donc ça, c'est le genre de startup. Donc c'est une startup de Montpellier, qui est assez grande, hein, maintenant, qui marche bien et qui en fait permet de digitaliser entièrement le processus de souscription et de souscription et de suivi du parcours client. Donc ça, là encore, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Évidemment, on a bien vu les différences durant le Covid entre les boîtes qui soit ont utilisé ce type de start-up pour digitaliser tout leur parcours, la signature en ligne, le KYC, la souscription et tout, et ceux pour qui ça a été très difficile de ne pas avoir tout digitalisé. Donc là aussi, c'est des choses c'est un pli à prendre et une direction à prendre très importante. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont pas encore à ce niveau d'innovation, la nouvelle situation dans laquelle on est aujourd'hui, je pense, nécessite d'accélérer sur ces sujets. Voilà, donc là, on a un peu évoqué de manière assez succincte, mais quand même relativement complète, les différents processus et où est-ce que ces nouvelles technologies pouvaient apporter des choses avec quelques exemples. Après, il y a aussi des conséquences organisationnelles et en matière de gestion des risques, il nous semblait important de les aborder. Alors, petit à petit, dans la présentation, on a fini par aborder un certain nombre de sujets, donc on va aller un petit peu plus vite sur la fin. Les conséquences opérationnelles, c'est vrai que ces nouvelles technologies vont apporter une fluidification de la relation avec les clients, les assurés, vont apporter de nouvelles informations, plus de précision dans la relation. Par contre, ça change effectivement le fonctionnement en interne. Donc, on a parlé d'assureurs augmentés et c'est vraiment important ce terme-là parce que finalement, on voit que ces nouvelles technologies, elles ne remplacent pas le cerveau humain. Il y a des choses qu'elles font mieux que notre cerveau, calculer par exemple très très vite. Il y a des choses qu'elles font nettement moins bien. Et là où elles sont pertinentes, c'est là où elles font mieux les choses que notre cerveau. Et du coup, ça fait
que les salariés vont remonter d'un cran et être plutôt sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Donc ça, les nouvelles technologies, elles marchent bien dans tout ce qui est automatisation des tâches et du coup, ça va nécessiter de réorganiser un petit peu les équipes, de transformer les fonctions, donc avec des salariés qui vont avoir plus de temps pour faire des études, pour faire des analyses, pour se concentrer sur les cas complexes plutôt que faire des tâches purement mécaniques. Et ça va changer aussi la manière de manager les équipes. Donc ça, c'est important quand on met en place ce type de sujet, d'avoir tout ça en tête, parce que tu en as un petit peu parlé, Maximilien, mais ça peut être, on peut faire un parallèle entre une entreprise comme EasyJet et Air France, quoi. Donc une entreprise qui a été conçue déjà avec ces nouvelles technologies et qui a intégré tout ça dans ses processus, et une entreprise comme Air France qui est plus traditionnelle et qui a un petit peu du mal à intégrer ces nouvelles technologies. Donc ça a des conséquences opérationnelles, ça a des conséquences organisationnelles qu'il faut intégrer dans la réflexion. Ça a des conséquences aussi en termes. Vas-y. Vas-y, si tu veux compléter. Juste un petit mot là-dessus. Je pense que ce qu'on observe, nous, pas chez les membres du pôle, hein, en particulier chez les grands groupes d'assurance, c'est la différence qu'il y a entre des équipes d'innovation en fait, qui communiquent beaucoup, qui travaillent beaucoup, je dirais, avec les RH, avec la comptabilité, avec la souscription, avec l'actuariat, et les équipes d'innovation où, en fait, c'est un petit peu, je dirais, elles sont pas en ghetto, mais elles sont un petit peu refermées sur elles-mêmes. Elles voient des startups, c'est très bien, mais au final, on ne va pas au-delà d'époque et finalement, il n'y a pas d'industrialisation. Donc, c'est important, ça fait partie du processus d'innovation chez vous, d'interopérabiliser, donc pas seulement des bases de données, mais aussi les équipes d'innovation avec les équipes opérationnelles. Ça paraît évident comme ça, mais on voit beaucoup, et je ne vais pas citer de nom, mais y compris chez les grands, je dirais, des projets qui sont abandonnés, qui sont des projets hyper ambitieux, parce qu'en fait, il n'y a pas eu assez d'interopérabilité avec les équipes. Et finalement, l'innovation, elle n'a pas infusé dans tout le groupe. Donc ça, c'est hyper important. Alors moi, je dirais, c'est comme ça un peu à la louche, mais un tiers du temps de l'équipe d'innovation, c'est sensibiliser les équipes, rassurer, former. Voilà, c'est l'innovation, c'est pas automatique, quoi. Donc c'est hyper important. Et aussi une des explications du caractère lent de l'innovation dans l'assurance, c'est beaucoup des équipes problème de collaboration, quoi, qui sont un peu isolées dans le groupe qui finalement ont assez peu de pouvoir. Alors évidemment, tout ne vient pas de l'équipe d'innovation. Hein. Si elles sont isolées, c'est parce qu'elles sentent qu'il n'y a pas de réceptivité de la part des opérationnels. Voilà, mais ça fait partie vraiment du sujet de je dirais, cette interopérabilité entre les équipes d'innovation et le reste du groupe. Et ce que tu disais, Marc, 100% d'accord avec toi sur le fait que le nouvel entrant, lui, il a le mindset, je dirais, de l'innovation. Donc, dans une autre formation que je donne sur les InsurTech, je montre que les InsurTech, elles chassent en meute. Et les techs, elles chassent en meute. Elles ont d'un côté, bah voilà, elles ont Alan, elles ont October, En fait, aujourd'hui, vous êtes un jeune, et c'est générationnel ça. Vous êtes un jeune, vous avez 25 ans, vous pouvez ne plus avoir affaire avec des leaders, je dirais, de l'assurance ou de la banque. Vous avez Alan dans l'assurance, vous avez tel néobanque dans la banque. Vous voyez, c'est qu'en fait, le changement, c'est le changement générationnel en fait qui est important à saisir. Parce que les assureurs, ils sont un peu sur des rentes, ils disent ça va, c'est pas non plus, ils sont pas, je dirais, la faillite n'est pas proche. Mais attention, parce qu'il y a un changement générationnel. Et ce que tu dis, Marc, là, avec EasyJet et Air France, c'est qu'il y a des boîtes maintenant qui ont une culture, je dirais, digital native. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur les GAFA chinois, Baidu, WeChat et tout, c'est ça. Alors, évidemment, avec des millions et des millions d'euros de dollars d'investissement. Et voilà, donc il faut faire attention à ne pas se faire dépasser par ces boîtes qui sont culturellement, je dirais, innovantes et qui chassent en meute et qui, je vois, dans le monde, dans l'écosystème des startups, vous n'avez plus besoin d'avoir affaire à un acteur innovant. Pour vos tickets restaurants, vous avez Launcher. Pour votre assurance, vous avez Alan. Pour votre banque, il y a plein de choix de néobanques. Vous n'avez plus jamais affaire à la BNP, à AXA et à Groupe Up. Voilà, donc c'est juste intéressant de le noter, je pense. Ouais, et du coup, c'est vrai que c'est important pour ces acteurs traditionnels d'intégrer, c'est un peu ce qu'on a montré avec les slides précédents, hein, d'intégrer ces nouvelles technologies dans leur processus, mais avec des impacts qui sont différents, puisqu'ils n'ont pas été conçus, ces acteurs n'ont pas grandi avec ces nouvelles technologies. Donc, il y a du change management, il y a des sujets RH, il y a des sujets
transformation des fonctions en interne qui sont à traiter. Il y a aussi des sujets risques, très clairement, quand on est en full digital ou en relation, on va dire, non en présentiel. Il y a des nouveaux risques. Il y a des risques juridiques qui sont à traiter, donc ça c'est important. Donc utilisation des données, DDA, LCBFT, on en a parlé. Il y a des risques d'image. Tu as parlé de génération. Effectivement, les jeunes sont très habitués à cette relation à distance et complètement via smartphone ou ordinateur. Les générations plus anciennes, dont je fais partie un petit peu moins. Et donc, effectivement, il faut traiter ça aussi. Il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc, il faut veiller à ce que quand on digitalise les processus, on ne se génère pas un risque d'image avec des assurés qui seraient mécontents d'avoir été traités par de l'intelligence artificielle et pas par un salarié. Il y a des risques opérationnels. Alors, moi, je suis actuaire. Donc, les risques sont très, très différents quand la souscription est digitalisée par rapport à un processus classique avec des règles de souscription, avec un tarif ad hoc, tout simplement parce que quand on passe par Internet, donc quand on est dans un système de souscription digitalisée, il faut que ce soit rapide. Si on a plus de 10 questions, le prospect ou la personne qui est devant son ordinateur va se déconnecter. Donc, il faut que ce soit un processus de souscription plus rapide, donc avec moins de questions. Qui dit moins de questions, dit moins d'appréciation du risque. Et donc, on a des risques très, très différents quand il y a des souscriptions via Internet que quand on est sur de la souscription classique. Et après, il y a des sujets IT dont on a parlé déjà tout à l'heure. Et donc, ce qui nous semble important pour terminer ce webinaire, c'est essayer d'évoquer les facteurs clés de succès et les écueils à éviter quand on met en œuvre des projets d'innovation. Alors, on a déjà abordé beaucoup de choses jusque-là. Donc, je pense que vous avez compris que les thématiques sont nombreuses et qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut valider et d'écueils à éviter. On a essayé de faire une petite synthèse. Et les points qu'on va évoquer là, on les a déjà à peu près tous évoqués, je pense, dans l'heure et 20 minutes depuis le début du webinaire, pardon. Mais on va quand même l'évoquer. Donc, c'est important de choisir les projets. Donc, quand on est sur un projet d'innovation, c'est important de structurer l'approche. La plupart des grands assureurs ont mis en place des labs. Tu en parlais, Maximilien. Donc, des équipes qui fonctionnent un petit peu comme des startups intégrées ou des pôles de R&D intégrés en interne, mais par contre, et qui foisonnent d'idées ou qui vont essayer de faire foisonner d'idées les salariés de l'entreprise. Mais c'est important de structurer les choses. Ça veut dire qu'il faut définir une méthode et une organisation pour que ces projets puissent avancer. Il faut identifier les domaines et les données potentiellement pertinentes, sélectionner les études à mener, réaliser des use cases ou des POC, et puis faire un retour d'expérience avec des approches de type agile, où finalement le projet, et puis ou la feedback loop, pour utiliser un terme anglais, donc où on a lancé un POC, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas, et puis on reboucle jusqu'à avoir un projet qui est performant. En général, c'est une approche en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va avoir une quarantaine d'idées, on va sélectionner une quinzaine de projets, on va faire 7 ou 8 POC, et au final, il y a 2 ou 3 projets qui vont devenir industrialisés, enfin qui vont être industrialisés. C'est important aussi de structurer l'approche avec un dossier de choix dans lequel on va consigner tout un tas de choses, ne serait-ce que le gain attendu versus le coût du projet. Et ça contribue à passer de 40 projets à 8, puis 5 et 1 ou 2 qui sont mis en œuvre. La sélection des partenaires, on en a parlé tout à l'heure. C'est important aussi donc de s'appuyer, alors soit sur des associations comme Finance Innovation, soit en interne, mais de choisir les bons partenaires. Donc, ça prend du temps de vérifier comment on peut implémenter la technologie dans les systèmes d'information. Voilà. Donc là, c'est pareil, ça passe par souvent des appels d'offres, un dossier de choix, des POC pour vérifier que la solution est bien implémentable, vérifier les gains qu'elle peut produire, etc. Sur les données, pareil, il y a énormément de données, comme on l'a dit, aujourd'hui disponibles. Donc, il faut les cartographier, les cibler, les analyser, et puis se poser un certain nombre de questions. Donc, quelles sont les modalités d'accès? On en a parlé. Quel est le coût d'acquisition de la donnée? Est-ce que j'ai la technologie qui va me permettre d'utiliser la donnée? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que j'ai un risque d'image à utiliser cette donnée? Donc, est-ce qu'il y a des sujets de type RGPD? Alors, ça s'appelle plus la CNIL, mais bon,
équivalent à la CNIL. Et puis est-ce que la donnée a un intérêt absolu, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'utiliser dans plein de domaines, ou est-ce qu'elle a un intérêt relatif? Donc, c'est toutes ces questions-là, parce qu'en fait, les données, il y en a beaucoup qui sont dans le big data en open source, mais il y en a aussi beaucoup qui sont proposées par des entreprises dont c'est le métier, qui sont qualifiées. Et donc, normalement, dans ces cas-là, elles sont nettoyées, elles sont un peu plus fiables en termes et utilisables. L'objectif de tout ça, c'est de passer du POC à l'industrialisation, parce que l'objet n'est pas de faire de l'innovation pour faire de l'innovation. L'objet est de faire de l'innovation pour qu'elle améliore l'efficacité et la performance de l'entreprise. On n'a plus que 2 slides ou 3. Alors celui-ci, là aussi c'est important, c'est ce qu'il faut avoir en tête, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, c'est que vraiment quand on se lance dans des projets d'innovation, il faut identifier tous les impacts. Et c'est très important. Là, on a mis quelques exemples. Donc, je veux me lancer parce que des acteurs le font et notamment des acteurs qui sont en full digital. Je veux me lancer dans la souscription par Internet, donc la partie avant-vente. Là, la question qui va falloir se poser, c'est avec quel mode de distribution? Est-ce que je vais sur les comparateurs? Il y en a, hein, vous les connaissez. Est-ce que je fais en pure player? Donc, je crée une structure dédiée. Est-ce que je le fais en partenariat avec des structures qui existent déjà? Est-ce que je le fais via le site internet de l'entreprise qui existe? Après, c'est avec quel produit? Est-ce que je le fais sur la santé, l'IARD, les risques emprunteurs, etc., etc. Il y a des risques qui se sont beaucoup plus développés que d'autres en souscription par Internet, notamment la santé. Est-ce que je le fais avec quelle offre je le fais? Est-ce que je le fais avec mes produits actuels ou est-ce que je fais des produits spécifiques à la souscription à Internet? Et en ce cas, est-ce qu'ils ne vont pas venir concurrencer mes produits actuels? Comment je gère des produits qui vont être vendus par mon réseau physique versus des produits qui seraient vendus par un réseau digital ou un réseau phygital? À quel tarif? On l'a dit tout à l'heure, quand on va être sur de la souscription digitale, on va poser moins de questions parce que sinon les prospects vont pas aller jusqu'au bout du processus de souscription. Donc, est-ce que je fais un tarif simplifié? Est-ce que je fais un tarif que j'ajuste en permanence? Comment ce tarif il va se corréler avec le tarif de mes produits existants? Après, il y a la partie vente. Donc, je l'ai dit, hein, si on a plus de 5 questions, en général, l'assuré ou le prospect va se déconnecter. Donc, il faut simplifier le processus. On peut sur cette partie-là, donc ce qui est important, c'est souvent on passe par une approche, donc j'ai utilisé le terme tout à l'heure de type phygital. Donc il y a très peu d'acteurs, mais là tu pourras me compléter Maximilien, il y a très peu d'acteurs qui sont en full digital aujourd'hui. Donc dans la plupart des cas, le digital permet de faire l'avant-vente et l'entrée en relation, et après on passe avec une relation quand même avec une personne physique derrière pour finaliser l'acte de vente. C'est en tout cas pour les entreprises classiques, c'est le mode opératoire qui se développe le plus. Par contre, quand on est dans un mode comme ça, donc il y a un sujet finalisation du dossier, on sait qu'il faut rappeler le prospect très rapidement pour finaliser l'acte de vente, sinon on perd la vente. Et donc là, ça s'interchoque avec les réseaux physiques des sociétés d'assurance. Si vous avez un réseau d'agents généraux, par exemple, est-ce que quelqu'un qui est souscrit via Internet, est-ce qu'il faut que c'est l'agent général qui la rappelle ou est-ce que c'est un call center? Et du coup, comment je gère après la relation? Donc, c'est la partie après-vente. Comment je gère la relation avec mon réseau physique pour un assuré qui est arrivé via le réseau digital? Quelqu'un qui est arrivé via Internet, tu le disais, il y a des sujets de génération. Est-ce qu'il veut être suivi en full Internet ou est-ce qu'au contraire, après, il veut être suivi par un agent ou un salarié, un agent général ou un salarié, donc mon réseau physique, ou est-ce qu'il veut un mélange des deux? Est-ce qu'il veut pouvoir traiter tout ce qui est traitable par le digital en digital, et sur certains événements comme la survenance de sinistre, être traité par le réseau physique? Donc là, on voit que rien qu'en abordant tout ça, on a beaucoup de sujets à traiter quand on essaie d'améliorer la relation client ou l'expérience client. Et pareil, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas se lancer sans avoir analysé tous ces points-là, pour l'avoir vécu cette fois-ci en compagnie d'assurance. Quand vous avez des réseaux physiques, c'est
c'est assez complexe à traiter d'avoir un mélange de digital et de physique. Je ne sais pas si tu veux compléter, Maximilien. Juste une précision, là, j'avais fait une étude sur les robots advisors en 2016. Et donc, il y avait toute une grappe d'innovation. Donc, c'était la gestion de fortune démocratisée et piloter son assurance vie et tout, et digitalisée. Et donc, un truc, une des leçons de ça, hein, donc, il y avait, je sais pas, il y avait au moins 21 dans l'étude, il y avait 21 robots advisors rien qu'en France. On avait labellisé une quinzaine. Et au final, ce qui est intéressant à noter, c'est que ceux qui ont survécu, là, il y a eu de la mortalité plus importante que d'habitude hein, sur ce graphe d'innovation. C'est ceux qui ont intégré une partie, on va dire, humaine, quoi. En gros, je pense à des nalos, à des, et même à des ironies. Hein. Il y a une partie, je dirais, quand vous placez par, je sais pas, 50 000 euros, 100 000 euros, etc., à un moment, vous appelez le conseiller. Tout n'est pas digitalisé. Donc ça, c'est vraiment intéressant par rapport à ce que tu dis. Et je pense, et dans les gros boîtes médias qui étaient plus sur la partie techno pure, et ben, eux, ils sont devenus des fournisseurs de techno pour les banques privées, pour les asset managers. Et ils ont laissé la partie conseil, ils ont digitalisé donc des banques privées. Ouais, c'est intéressant de voir comment ça s'est fait, la division de travail entre ceux qui ont gardé la partie conseil et qui ont intégré l'humain, et ceux qui ont dit, voilà, nous, on ne fera pas de conseil, on est pur full digital, mais on est en fait fournisseur de techno pour des boîtes moins innovantes, de la finance classique. Donc, alors après, tu as raison, hein, Marc, sur la partie phagocytation je dirais, la diffusion digitale par les réseaux, du réseau physique par le réseau digital, mais c'est attention, hein, parce que c'est aussi, il faut préparer l'avenir, quoi. Donc, il faut pas, à un moment, si on fait rien sur le digital, on va arriver comme dans les situations dans le Covid, le business s'arrête pendant plusieurs mois. Donc, bien sûr, c'est très sensible en termes de social, etc. Il y a une façon intelligente d'interopérabiliser ce que tu dis un petit peu. Le digital apporte du business je dirais, au physique, mais c'est pas toujours facile dans l'assurance parce que il y a une externalisation de distribution, etc. Bon, voilà, c'est des sujets que tu connais, qu'on connaît. Mais voilà, il faut pas négliger le digital car c'est quand même un axe d'avenir. Oui, non, c'était pas mon propos. L'idée, par contre, enfin, le sujet central, c'est qu'il faut bien analyser comment le digital va se coupler avec le physique Tout à fait, tout à fait. pour avoir du digital et analyser tous les impacts que ça a pour l'ensemble de la chaîne de valeur de la société d'assurance. C'était l'idée du slide précédent. On a plus que deux slides, je vais les faire très très vite. Donc, ce slide-là, il est juste pour dire que voilà, quand on met en place ce type de projet, l'époque, ça peut se compter en semaines. Quand on fait après un prototype et un pilote, ça va se compter en mois. Et en général, quand on industrialise la solution, ça peut se compter en années. En tout cas, c'est plusieurs mois, c'est sûr. Que pour faire tout ça, on va notamment, là, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, donc utiliser des données internes de l'assureur, des données externes, des données structurées, non structurées. En général, mettre tout ça dans une très très grosse base de données, et c'est là où l'intelligence artificielle va avoir tout son apport. Et puis après, ça va prendre quelques semaines pour valider l'idée, quelques mois pour faire un pilote, et puis potentiellement en année pour l'industrialisation. Dernier slide. Bon, je pense que vous l'avez compris. L'idée de ce slide, c'est que ce sont des projets, c'est important d'intégrer l'innovation, la digitalisation, c'est clair, parce que sinon on perd des avantages concurrentiels importants. Par contre, ce sont des projets qu'il faut traiter de manière sérieuse, donc avec une budgétisation, une direction de programme ou de gestion de projet, des MOA, des PMO pour suivre l'avancement du projet, des solutions IT à définir, à valider, à implémenter, un accompagnement opérationnel et puis mettre en œuvre une conduite du changement parce que ça change la manière de travailler des salariés au sein de l'entreprise. Et nous en sommes donc à la conclusion. Donc dans ce slide, nous avons mis un petit robot qui s'est invité dans cette salle de réunion. Donc ce qui nous semblait important, mais tu compléteras Maximilien, c'est d'évoquer avec vous, et j'espère qu'on a fait passer ce message-là. Donc, c'est important d'inviter les nouvelles technologies là où elles sont pertinentes. Donc, on voit que ça ne peut pas remplacer les salariés, les sociétés d'assurance. Ça ne pourra pas tout faire, mais ça peut augmenter leur efficacité, leur efficience. Et donc, c'est important de voir où est-ce qu'on peut les mettre en place et choisir les bonnes solutions. C'est important d'évaluer tous les impacts et pour que la transition et
la mise en œuvre de ces solutions soit réussie, d'avoir une approche structurée, réfléchie, budgétisée, voilà, et que ça ne se fait pas en quelques jours, malheureusement. Tu veux rajouter quelque chose? Un dernier petit mot, je dirais, un dernier petit mot. En fait, ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord quand tu dis que on part de plusieurs expérimentations et ensuite on va jusqu'à l'industrialisation. Et en fait, c'est là, il y a dans la, alors, je sais pas si c'est dans la culture française ou dans la culture des grands groupes, il y a toujours le côté ouais, ça a échoué, ça n'a pas marché. C'est toujours comment faire pour justifier le fait de ne pas faire. Et en fait, je pense qu'il faut dans l'innovation, il y a une partie d'échec. Il faut être prêt à dire le POC va pas marcher. Et ben voilà, c'était bien l'entonnoir que tu montrais. Tu disais voilà, je dis on n'a pas il y a 40 POC. Et puis on arrive à la fin, il y a 5-6 industrialisations. Voilà, l'échec, il y a une gestion de l'échec à avoir, et c'est pas parce que ça a échoué que tout va échouer. Et c'est en forgeant que nous en forgerons. Et à un moment, il faut agir. Et aussi, pas que les assureurs, hein, les banquiers, une façon aussi de dire toujours de ne pas agir, c'est de dire ah oui, mais on n'a pas le droit. Dire ah oui, la réglementation nous interdit, le GDPR, ça nous interdit d'agir. Voilà, bah non, je veux dire, la concurrence avec les start-upers, eux, c'est comment, dans un cas de contraint, j'agis. Donc je pense qu'il faut que les assureurs se disent la vraie concurrence, c'est pas la concurrence des insurtech, c'est plutôt la concurrence des GAFA qui va finir par arriver. On le dit depuis longtemps, mais ça va en train d'arriver. Et à un moment, il va falloir qu'il y ait une réaction. Et cette réaction, elle peut être faite par justement la collaboration entre les insurtech et les assurances, et justement par la façon d'avancer en fonction des contraintes. La définition de l'entrepreneuriat, c'est comment j'avance dans un univers contraint. Donc, il ne faut pas se dire, faut pas penser que la réglementation sera toujours une protection pour les acteurs établis. Mais ça peut être plutôt une opportunité de donner. Et la phrase qu'on peut avoir en tête, c'est parce que je ne savais pas que c'était impossible que je l'ai fait. Exactement. Il y a quelques questions, donc on a peut-être encore 5-6 minutes pour répondre aux questions. Compte tenu de la multiplication des contraintes réglementaires qui tendent à harmoniser les offres, les nouvelles sources de croissance ne se trouvent-elles pas dans les nouveaux services? Je te laisse y répondre, Maximilien, ça te tente? Ouais, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est en fait que je dirais que c'est même pas alors, oui, c'est la réglementation, mais c'est aussi le marché. Il y a le marché qui fait que sur un marché compétitif, c'est un théorème de la théorie économique. Au final, je dirais les produits, ça devient les mêmes. Bon, alors ça, c'est un petit peu exagéré. Dans la réalité, c'est pas quand même complètement ça. Mais dans les faits, la réglementation et aussi les coûts, je dirais les économies d'échelle, poussent à une homogénéisation. Donc clairement, c'est pour ça qu'il y a la publicité, c'est pour ça qu'il y a la différenciation créative, etc. Par contre, justement, je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant, les nouveaux services, c'est aussi l'avance sur ses concurrents. On est dans le monde des affaires, c'est un monde où tout le monde se copie. Je veux dire, je pense que vous êtes tous lucides là-dessus. Tout le monde copie tout le monde. Ah bah lui, il travaille, il fait de l'innovation. Bah nous, on va être obligés d'en faire. C'est souvent pour des mauvaises raisons qu'on innove. Mais justement, donc, c'est de l'avance sur les concurrents, sur les nouveaux services. D'accord, à 100% avec l'intervenant. C'est justement par la qualité de service, l'expérience utilisateur. Et en réalité, quand Alan, par exemple, tout le monde a peur d'Alan, mais en réalité, Alan, c'est pas hyper innovant en termes d'assurance, c'est innovant en termes d'expérience utilisateur. D'accord. Je pense à Trainline qui, pour acheter ses billets SNCF, c'était innovant. Ils ont été rachetés 250 millions de livres par la SNCF anglaise. C'est innovant en termes d'expérience utilisateur. Donc évidemment, les nouveaux services sont une clé importante de la compétitivité. Clairement, d'accord à 100%. Et il y a une autre question. Hop. L'échec est moins bien perçu en France qu'aux USA, par exemple. Changement de culture nécessaire aussi. Alors, c'est pas vraiment une question, mais oui, on est bien évidemment d'accord avec. Enfin, moi, je suis d'accord avec ça, effectivement. On a une peur de l'échec en France qu'il y a peut-être moins dans d'autres pays. Ouais, d'accord aussi, mais ouais, en même temps, ça n'a pas empêché je pense qu'il y a aussi la nécessité qui pousse au changement. Les Français, ils sont bons dans l'adversité. Et je pense qu'à un moment, ces tabous culturels, enfin, en tout cas, du côté des entrepreneurs, il n'y a pas ces tabous culturels.
Mm. Je pense que c'est aussi la distinction entre les grands groupes. Il y a la côté culturel, mais il y a aussi la taille de l'entreprise. Enfin, il y a d'autres variables. Et je pense que plus on va être au bord du précipice, plus il va y avoir plus il va y avoir une accélération de l'innovation. Enfin, j'espère. C'est vrai que toi qui travailles beaucoup avec les startups, tu le vis probablement moins. Confirme. Ok, bah écoutez, on a tenu à peu près le timing. S'il n'y a plus de questions, bah, je vous propose de terminer ce webinaire. Je remercie tous ceux qui ont participé, même si on ne s'est pas vu, mais c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est l'exercice du webinaire. Bah, moi, je vous dis à bientôt. Tu veux faire un dernier mot, Maximilien? Merci à tous pour les courageux qui sont restés jusqu'à la fin. Et, je ne sais pas comment vous allez faire à, à Sigma, mais je pense qu'il y aura une possibilité en ligne de voir le. C'est enregistré, donc pour ceux qui n'ont pas Oui, pu. oui, donc le séminaire est enregistré, donc vous pouvez le voir en replay. Bien évidemment, on peut aussi envoyer le support. Voilà. Merci à tous. Si vous voulez revoir le replay, on sera ravis. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.